Bonsoir à tous. Alors tout à l'heure, je vous ai fait, il y a à peu près 2 heures, donc cet après-midi, un mini point, un mini JT sur l'actualité qui tourne autour de l'Olympique de Marseille, notamment sur l'avenir de Gennaro Gattuso suite à cette crise qui est en train de traverser l'Olympique de Marseille au plus profond d'eux-mêmes. Aussi la possibilité qu'il ne soit pas limogé avant la fin de la saison, mais qu'il quitte l'OM au terme de la saison, puisque son contrat, si l'OM ne se qualifie pas, doit s'arrêter avant. Et aussi un point sur l'avenir de Joaquin Correa, parce que l'option d'achat de l'Inter, quand ils l'ont fait signer à Marseille, c'était si l'OM se qualifie, l'option d'achat se lève et il signe définitivement. Sinon, il quitte l'OM et il revient à l'Inter. Et sur d'autres actualités. Pendant ce temps, j'ai eu des informations d'un supporter de l'Olympique de Marseille qui m'a transmis de plus amples et de plus supplémentaires d'informations sur l'actualité en interne au sein de la direction et aussi des actualités autour du club. Donc c'est un plus gros JT avec beaucoup plus d'informations supplémentaires que je vais vous transmettre et qu'on va en discuter ensemble. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, avant que Vitinha signe à l'Olympique de Marseille, enfin, avant que. Pardon, pas qu'il signe à l'Olympique de Marseille, mais avant son prêt au Renoir, il était la recrue la plus chère de l'Olympique de Marseille. Parce que quand il était à Braga et qu'il a signé à l'OM l'a recruté pour 32 millions d'euros. Donc il est devenu la recrue la plus chère au niveau de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et j'ai reçu des informations qu'au niveau interne, la direction ne voulait pas recruter Vitinha. Ils sont venus au renseignement, mais ils ne voulaient pas recruter Vitinha. Là, vous allez me dire, bah, si la direction ne voulait pas Vitinha, comment Vitinha est arrivé? Bah, c'est grâce à notre ancien directeur sportif, Javier Ribalta, qui a décidé de démissionner, et on se demande bien pourquoi. En fait, Vitinha n'était pas du tout la piste de la direction. Il est la seule piste, le seul membre de la direction qui voulait Vitinha, c'était Javier Ribalta. C'était sa piste pour le faire venir quand il était à Braga. C'est Ribalta et uniquement lui-même qui a réussi à continuer les négociations malgré qu'il n'a pas fait l'unanimité au sein de la direction, parce que la direction avait rompu les négociations. Ribalta les a relancés et il n'y avait que la direction de Braga et Ribalta qui négociaient. Et Ribalta de lui-même a réussi à tromper, à contrer le désaccord de Pablo Longoria et des autres membres de la direction qui ne le voulaient pas. Et Ribalta l'a fait venir pour 32 millions d'euros sans, sans faire l'objet d'un rapport de la cellule du club. Parce qu'à chaque joueur recruté, l'OM rend un rapport à la cellule de recrutement du club. Là, Vitinha est arrivé sans rapport à la cellule de recrutement du club. Parce que c'est Ribalta qui a continué les négociations et qui l'a fait venir en désaccord du reste de la direction et du président Longoria. Et en plus, il a fait venir sans donner de rapport à la cellule de recrutement. Ça, c'est dans toutes les équipes. Quand un joueur arrive, il y a un rapport à donner à la cellule de recrutement. La Ribalta l'a recruté pour 32 millions, l'a fait venir sans l'accord de Pablo Longoria et du reste de la direction et sans mettre l'objet d'un rapport à la cellule du club. Pourquoi la direction de l'OM et Pablo Longoria ne le voulaient pas quand il était à Braga? Puisque selon Pablo Longoria et le reste de la direction, il ne faisait pas l'unanimité parce que selon la direction, il n'était pas encore dimensionné. Il laissait ouvert la porte pour, dans plusieurs années, une fois qu'il sera dimensionné pour être buteur de l'OM et bien attaquant de l'OM, que l'OM a vraiment besoin, ils ouvraient la porte pour le faire venir plus tard. Mais là, c'était impossible, ils ne le voulaient pas, puisque pour eux, il n'était pas encore dimensionné pour être le buteur et le grand attaquant de l'Olympique de Marseille. Et chose la plus dingue, c'est que pendant les négociations Braga et Ribalta, Braga avait mandaté des agents pour réussir à faire sortir Vitinha de Braga et de le faire venir pour environ 20 millions d'euros à l'OM. Et Ribalta, lui, a négocié pour faire 32 millions d'euros. Et oui, on pensait pas, on a eu les infos des journaux sportifs, on a eu les infos de Pablo Longoria quand il en parlait pendant les conférences de presse. Une fois que Vitinha est arrivé et que là il est parti, on n'a pas cherché plus loin. Bah, moi j'ai cherché plus loin.
Et on a bien fait parce que Vitinha, et on peut remercier qu'il est venu et qu'il a pu faire à peu près un beau passage. On peut remercier Ribalta. Et avant le départ de Vitinha, il y a eu la démission de Ribalta. Et quelques semaines plus tard, il y a le départ de Vitinha. Il va falloir commencer à se poser des questions sur le fonctionnement de la direction. Parce que quelques temps après ça, après l'arrivée de Vitinha, quelques semaines ou quelques mois après, Ribalta est parti, a été viré. Quelques temps après, Vitinha s'en va en prêt au Renoir et il restera sans doute. Deuxième point, je vous en ai parlé très brièvement lors du petit JTOM tout à l'heure. Valentin Rongier serait, j'ai de plus amples informations sur ce que je vous ai donné tout à l'heure. Valentin Rongier, durant la réunion direction, entraîneur, staff et joueurs, il serait vraiment montré au créneau, il y aurait vraiment haussé le ton auprès de Mehdi Benassia et Pablo Longoria sur le fait que Longoria et Benassia envisageaient de le dégager, de l'exfiltrer et de l'écarter et de lui trouver une porte de sortie. Donc Valentin Rongier est monté au créneau, a haussé le ton et a demandé un échange privé avec les deux compatriotes pour le défendre et mettre toutes les choses sur la table et trouver une issue positive pour qu'il puisse garder Jonathan Klaus. Ensuite, la troisième information que je peux vous donner, on va réagir à une déclaration d'un supporter à la suite de la réunion supporter-joueur. Selon, je ne donne pas de nom, parce que déjà je ne l'ai pas et même si je l'aurais, je ne le donnerai pas sur les réseaux. Valentin Rongier est celui qui a pris le plus la parole. On lui a rien dit de méchant, juste qu'il était trop lisse à l'image de cette équipe. C'est un bon gars, mais on lui a fait comprendre qu'il ne véhiculait plus l'image du club. Je suis désolé, cette déclaration est inadmissible de la part d'un supporter de l'Olympique de Marseille. Valentin Rongier a toujours cherché le bien de l'équipe. Quand il était titulaire, et à chaque fois que l'OM encaissait des buts, il était toujours là avec Gigot pour souder l'équipe, parler avec l'équipe et les pousser vers la victoire et les pousser pour changer d'image. Encore là, il est blessé, il devrait revenir fin février, début mars, et il est encore là, pendant les réunions, pour défendre l'équipe, pour défendre les cases individuelles. Là, il a défendu Jonathan Klaus auprès des supporters et de la direction, et il a défendu l'équipe. Comment on peut expliquer que Valentin Rongier ne véhicule plus l'image du club? Oui, là, ça va faire bientôt 3 mois qu'il ne joue plus parce qu'il est blessé. Il va falloir, quand il pourra revenir s'entraîner, il va falloir prendre du temps pour qu'il puisse revenir et retrouver son top niveau. Mais quand il était présent, je suis désolé que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, il est toujours sérieux, il trouve toujours des solutions pour soutenir l'équipe, les faire remonter, les faire réagir, les faire remettre en question et emmener le club et les joueurs loin. Valentin Rongier est un taulier de l'équipe et capitaine de l'équipe. Il a toujours été là pour le club. Donc là, c'est juste qu'il a un mou et qu'il est blessé depuis 3 mois, qu'il a une grosse blessure, qu'il a du mal à s'en remettre. Et il a même, malgré sa blessure, venu en réunion pour défendre l'équipe et défendre Jonathan Klaus. Donc moi, je suis désolé. Certes, en ce moment, il ne fait pas grand-chose parce qu'il est blessé. Mais quand il faut être là pour l'OM et soutenir l'OM et défendre l'OM, il est toujours là. Et comme Samuel Gigot, les deux, ils disent toujours les choses comme il faut, ils sont toujours honnêtes et ils sont toujours là pour le club. Ensuite, quatrième info que je peux vous donner, on va faire le point, mais le point très important qui pourrait soit emmener l'OM droit dans le mur, ou soit emmener l'OM droit au but, et oublier toute cette capacité négative, toute cette mauvaise chose, et se remettre en question et accrocher les objectifs. Jeudi, le 15 février, l'Olympique de Marseille fera son grand retour sur la scène européenne, puisque cette semaine, c'est le grand retour des équipes françaises sur la scène européenne, avec le Paris Saint-Germain qui recevra la Real Sociedad, Lens qui recevra Fribourg, et l'OM, suite au contexte géopolitique qu'on connaît, se déplacera face au Shakhtar, mais ne jouera pas en Ukraine, mais jouera en Allemagne, à Hambourg. Ensuite, il y aura le week-end qui suivra l'OM qui se déplacera sur le stade Francis Leblay à Brest, le 18 février. Ensuite, l'OM jouera le 16e de finale retour au Vélodrome le 22 février, soit 4 jours plus tard face au Shakhtar. Et ensuite, l'OM recevra une nouvelle fois,
mais en Ligue 1, le Montpellier est héros. Moi, il n'y a pas, il faut gagner les 4 matchs. Il faut gagner les 2 confrontations contre le Shakhtar, ou même si on fait une première contre-performance à l'aller, il faudra bien jouer le retour au Vélodrome. Parce que si là, on ne passe pas contre le Shakhtar, on fera saison blanche. Déjà, on ne gagnera pas la Ligue 1, parce que tout le monde a pris beaucoup de points et ça sera impossible pour nous. Et si on fait comme contre le Pana, on fait de la merde et on se fait éliminer par le Shakhtar et qu'on n'est plus en Europa League, bah, la fin de saison va être très terrible et très compliquée. Et il va falloir commencer à chauffer et à se poser des questions. Donc là, il n'y a pas les 4 prochains matchs, il faut les gagner. Que ça soit de façon difficile, avec une performance compliquée, très médiocre, je m'en fous. Il faut qu'on revienne dans des résultats convaincants, dans des résultats positifs et qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Donc là, jeudi, on bat le Shakhtar. Et là, c'est encore plus important que jeudi, c'est contre Brest où il va falloir pas se louper et gagner le match. Parce que si on n'y arrive pas, on va droit dans le mur et on peut dire au revoir au tour préliminaire ou aux phases de poule de Ligue des Champions. Donc les 4 prochains matchs, je répète, Shakhtar Marseille jeudi, Brest Marseille ce week-end, OM Shakhtar jeudi prochain et OM Montpellier en Ligue 1 le 25 février. Il faudra gagner ces matchs, il n'y a pas le choix. Ensuite, donc, le cinquième message, le cinquième information que je peux vous donner, c'est quelques petites informations sur le retour sur les terrains, en tout cas le retour à l'entraînement de Valentin Rongier. D'après plusieurs sources autour du club, d'après plusieurs sources autour de la commanderie et de l'effectif, le retour de Valentin Rongier pourrait se faire de façon imminente d'ici fin février, mais comme Gennaro Gattuso et le staff médical de l'Olympique de Marseille veulent éviter une rechute et veulent éviter de le refaire revenir trop vite, les sources autour du club misent sur fin février, mais ça pourrait être début mars, puisque Gattuso et son staff ne veulent pas le faire revenir avant et qu'il se rechute et qu'il aggrave sa blessure et qu'on ne le revoit pas pendant quelques mois. Donc ils veulent qu'il revienne, mais ils prendront une très grande prudence pour éviter une éventuelle rechute. Donc retour normalement fin février, mais pour le coach, ça serait plus début mars et pour le staff médical. Ensuite, j'aimerais envoyer aux joueurs, à Gattuso, au club, à la direction, à tout le monde, pour le match de jeudi face au Shakhtar. Il n'y a pas le choix. La victoire est plus qu'obligatoire, la victoire est imminente, la victoire est urgente, au vu de l'état actuel des choses. Pas tout de suite en numéro 1 pour notre parcours européen, pour déjà reprendre un grain de confiance, se relancer et pas s'enfoncer de façon plus lourde dans la crise, mais c'est surtout que le Shakhtar, depuis la guerre en Ukraine, n'a pas encore repris la compétition. Ils vont jouer après quelques mois sans jouer, suite à la guerre géopolitique qu'on connaît. Donc c'est interdiction de faire n'importe quoi et de faire une pitre performance ou bien la démarrer et de faire une bonne performance et mal finir et pas avoir le résultat qu'on veut. Donc interdiction de faire n'importe quoi jeudi, il faut tout donner jusqu'au bout, ne rien lâcher, mouiller le maillot. Et on se tait, on ne parle pas et on fait des actes. Et on gagne. Et ça sera de même les jours qui suivront face à Brest le dimanche prochain. Donc là, interdiction de faire n'importe quoi, on se tait, on veut des actes et on gagne les 4 prochains matchs en commençant par le Shakhtar jeudi. Dans l'éventualité où Gennaro Gattuso serait viré malgré les rumeurs de non-départ en ce moment, ou que Gennaro Gattuso et l'OM ne se qualifient pas en phase de poule de Ligue des Champions à la fin de la saison et que la direction ne le prolonge pas et le fait partir, et qu'on va devoir tout reconstruire, mais ça s'appelle la stabilité autour du club. Voici la liste des entraîneurs qui sont potentiellement libres pour remplacer Gennaro Gattuso et que Pablo Longoria et la direction pourraient éventuellement se pencher. Il y a l'ancien entraîneur de Chelsea, Graham Potter, qui a été viré par la direction de Chelsea. Il y a Joachim Löw, qui n'a plus entraîné de club depuis très longtemps, mais qui a été dernièrement sélectionneur de l'Allemagne. Hansi Flick, l'ancien entraîneur de Bayern Munich, et aussi ancien sélectionneur de l'Allemagne. De même qu'Antonio Conte, ancien entraîneur de Chelsea. Rudi Garcia, qui a été viré de Naples et notre ancien entraîneur. Lucien Favre, ancien entraîneur de Monaco, mais aussi du Borussia Dortmund. Mourinho, qui a été viré pour être remplacé par une légende du club, Daniel De Rossi.
Nuno Espirito Santo, Glasner, Bruno Genesio, l'ancien entraîneur de Rennes, Igor Tudor, qui n'a toujours depuis son départ de l'OM pas repris de club, Sampaoli, qui depuis son départ et son limogeage de Séville, de Flamengo, est toujours sans club, et l'ancien entraîneur de Séville, Lopetegui, qui avait été viré pour l'arrivée de Sampaoli, Sampaoli a été viré de Séville pour l'arrivée de Mendy Libar. Donc c'est tous les entraîneurs qui sont libres en cas de licenciement avant la fin de la saison de Gattuso ou au terme de la saison si la direction décide de se séparer de Gattuso suite au contrat que Gattuso a avec l'OM. Moi je ne serais pas contre au retour d'Igor Tudor ou de Sampaoli qui ont beaucoup apporté à l'OM, qui ont beaucoup soulevé l'OM et les emmené loin. Je serais très content s'ils font leur retour à l'OM. Ensuite, on va réagir au message que le petit-fils de Bernard Tapie a passé à la direction de l'OM et son point personnel sur l'état du club. Il nous dit: merci McCourt de libérer le club que vous prenez en otage. Aucun suivi, aucune gestion, juste de la délégation. C'est pas comme ça qu'on gère un club de foot qui en plus est l'OM. Il y a une histoire, un patrimoine et des supporters à respecter. Vous êtes une honte. Voici le message que le petit-fils de Bernard Tapie a passé à la direction de l'OM, mais plus particulièrement à Frank McCourt. Moi, je passe le même message. Mais je rajoute Pablo Longoria et la direction. Merci. Je vais recopier un petit peu ce que Rodolphe a dit. Il a tout à fait raison. Je n'ai rien à dire sur sa déclaration. J'envoie également un message. Merci McCourt et la direction, donc Pablo Longoria, Mehdi Benassia, de laisser la place et de libérer le club à une toute autre direction avec un sérieux projet et qui mettra comme unique priorité le bien de l'OM. Et si je reviens sur McCourt, aucun suivi de Frank McCourt, aucune gestion, et juste de la délégation. Donc Mehdi Benassia, Pablo Longoria, c'est juste de la délégation. Lui, Frank McCourt, a signé en tant que propriétaire à l'OM, mais sans être présent. Il suit même pas le club, il gère même pas le club. L'OM est en galère, il s'en fout, il va faire des interviews à l'étranger, et il met juste une délégation qui eux aussi sont en galère. Donc je demande à Pablo Longoria, tout comme Rodolphe a demandé, à Frank McCourt, à Pablo Longoria, à Mehdi Benassia, de respecter le club, de ne pas de le gérer mieux que ça, avec plus de respect, et surtout de respecter l'histoire et le patrimoine et le peuple marseillais qu'il faut respecter et que vous êtes tous une honte. Oui, vous allez me dire, je répète ce qu'il dit, mais je le change à ma manière. Et de toute façon, si c'était moi qui disais ça, j'aurais dit exactement la même chose. Et enfin, dernier point sur ce plus gros JT. Là, je vous ai fait des petites informations cet après-midi. Là, j'en ai eu de plus supplémentaires par un supporter de l'OM, que vous connaissez tous, je pense, sur les réseaux. Donc, sur les 3 derniers coachs que l'OM a eu dans l'histoire du club avant l'arrivée de Gennaro Gattuso, en excluant Marcelinho, qui pour moi n'a jamais été coach de l'OM, Gattuso affiche le pire bilan statistique. Certes, ce n'est que des statistiques, mais les résultats sont là et l'état du club est là. En 15 journées au 21e siècle, Gattuso en 15 journées a fait que 21 points. Igor Tudor, en 15 journées, en avait fait 30. André Villas-Boas, en 15 journées, au 21e siècle, avait fait 28 points. Sampaoli en a fait 29. On se pose des questions encore une fois? Non. Il faut virer Gattuso, tout changer, encore une fois, et quitte à refaire revenir Sampaoli ou Tudor. Mais on veut du sérieux au club et on veut grappiller le maximum de points et atteindre nos objectifs. Et pas aller jouer le match en Ligue 1 pour éviter de descendre.